1er octobre 2049, centenaire de la République populaire de Chine. Les cosmonautes chinois décollent pour leur tout premier vol habité à destination de Mars. La Chine a pris de vitesse les grandes agences spatiales russes, européennes et américaines qu'elle a toujours observées de très près. Le gouvernement chinois a identifié des technologies, des compétences et des renseignements qu'il a besoin de collecter pour pouvoir devenir plus compétitif dans l'économie globalisée. 2049, la Chine est la première puissance économique et technologique du système solaire. Puissance acquise sans le moindre scrupule. À partir du moment où vous avez des besoins et vous êtes prêt à payer, automatiquement, il y a ce processus de vouloir aller plus vite. Et quand on veut acquérir les technologies plus vite, ça va trop vite. Et quand on va trop vite, on rentre dans l'espionnage. Le drapeau chinois flottera bientôt sur la planète rouge. Fiction, bien sûr, mais pas si irréaliste que cela. La Chine n'a déjà plus le moindre état d'âme pour capter sur tous les continents les connaissances dont elle a besoin. Nos services de renseignement considèrent, dans le domaine de l'espionnage économique, que ce soit au niveau des lenders ou de l'État, que la Chine est l'ennemi numéro 1. Un ennemi qui dispose de moyens matériels et humains quasiment illimités. La Chine est riche désormais, elle est la seconde puissance économique du monde. Et 1,3 milliard de Chinois, patriotes volontaires ou forcés, peuvent être mobilisés pour collecter et traiter tous les renseignements dont elle a besoin, qu'ils soient bien ou mal acquis. Un Premier ministre chinois me disait, mais est-ce que vous avez conscience qu'on est aussi intelligent que vous et on travaille plus? Donc vous pouvez vouloir garder vos process, mais on vous rattrapera si vous ne travaillez pas avec nous. La Chine a aujourd'hui le plus grand réseau d'espionnage du monde. C'est un gigantesque dragon, un dragon qui a des milliers de têtes, mais dont quelques-unes seulement ont été découvertes. Voilà en quoi consiste ce prix. Donc, c'est un certificat qui est donné par le gouvernement chinois pour des experts étrangers qui ont créé une collaboration en fait, avec la Chine. Et en ce qui concerne, c'était de la recherche en mécanique des solides. Et nous avons été reçus également par le Premier ministre chinois. Je suis là. Après, on est invité pour dîner avec le président de la République chinoise. On n'était pas à la même table que lui, mais on était autour. Je pense que c'est un privilège aussi. Contrairement aux apparences, Ziad Moumni ne travaille pas en Chine, mais à Palaiseau, en banlieue parisienne. Il dirige l'unité de mécanique de l'ENSTA, l'École nationale supérieure des techniques avancées. Une école d'ingénieurs très réputée en France et désormais aussi en Chine. Ici, la présence de doctorants chinois n'étonne plus personne. Dans ce laboratoire, Ziad Moumni étudie avec eux les propriétés des structures dites intelligentes, comme les matériaux à mémoire de forme. La difficulté réside de trouver des équations pour modéliser ce comportement qui est un peu bizarre. Donc déjà, il faut faire des essais pour
comprendre et trouver ce comportement-là. Et ensuite, à partir des essais, les décrire avec des modèles mathématiques, ce qu'on appelle des lois de comportement. Les travaux menés par le professeur Moumni ont tapé dans l'œil de l'école polytechnique de Xi'an, en Chine. Cet établissement, qui dépend du ministère chinois de la Défense, en attend beaucoup, notamment dans le domaine des transports, de la voiture électrique à l'industrie spatiale, en passant par l'aéronautique civile et militaire. Alors, il se rend régulièrement à Xi'an, où il forme de futurs ingénieurs. En retour, des étudiants ont été encouragés à rejoindre son campus parisien. Cette coopération exemplaire a conduit Ziad Moumni à recevoir la très honorifique Friendship Award, aux côtés de 50 scientifiques mondiaux de très haut niveau. C'est flatteur et aussi très utile pour la renommée et le budget de son école. Il est content, les Chinois sont contents, mais en coulisses, il y a des esprits chagrins. Le problème, c'est que les gens qui viennent chez nous, ils ne sont pas là uniquement pour nous admirer, ils sont là pour apprendre, et si possible ensuite pour faire mieux chez eux. Et là, le réveil peut être très brutal chez nous lorsque ça arrive. En Chine, la course à l'innovation est la priorité du régime. Mais ces dernières années, sa boîte à outils était un peu trop sommaire. Alors le gouvernement chinois a déployé un vaste système de recrutement d'experts étrangers afin d'acquérir des connaissances et de former les futurs ingénieurs chinois. Le programme le plus ambitieux en la matière s'appelle 1000 talents. Il prévoit de faire venir en Chine près de 2000 chercheurs étrangers en 10 ans. Ziad Moumni est l'un de ces heureux élus. En France, les chercheurs titulaires à la fois d'un prix de l'amitié et d'une bourse 1000 talents se comptent sur les doigts d'une main. Il y a une bonne demi-heure. Donc nous, la collaboration, elle est déjà là, hein. On a déjà commencé. Les Chinois savent choisir leurs professeurs invités en s'appuyant sur leurs idéaux. Vraiment, on est dans une démarche plutôt scientifique, une collaboration scientifique pour faire avancer la science ensemble. Et on profite vraiment d'une complémentarité. Parce que, en fait, nous, c'est clair, on apporte quelque chose aux Chinois et vice-versa. À Shanghai, ce jour-là, Ziad Moumni vient présenter ses travaux de recherche à l'école d'ingénieurs chinoise, partenaire de l'ENSTA. Les échanges ont été fructueux et notre chercheur français est heureux, fier et totalement à l'aise dans un monde de partage académique auquel il est très attaché. En coulisses toujours, on l'est un peu moins. Qu'est-ce que vous voulez quand deux ingénieurs se rencontrent? Pouf, on oublie la nationalité, on discute métier. Alors il y en a un qui naïvement continue à parler du métier qu'il fait, des recherches qu'il fait, etc. Et puis l'autre qui est en face, qui a quand même un esprit d'abord tourné vers son pays, parce que les Chinois sont patriotes. On ne va pas dire nationalistes, on va dire patriotes. Patriotes, ils travaillent pour leur pays. Quand des choses intéressantes tombent dans l'oreille d'un Chinois, elles ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. À Paris, à l'ENSTA, les étudiants chinois, très aimablement, confirment. Nous travaillons pour la science et aussi pour notre pays. Nos recherches ont un but personnel, bien sûr, mais elles contribuent aussi au développement de notre pays et à sa défense militaire. Il faut qu'on fasse une défense de l'innovation chez nous, dans tous les domaines. Et pour ça, ça commence par la sécuriser nos laboratoires. Mais il ne s'agit pas pour autant de faire Fort Knox ou la Corée du Nord. Il ne s'agit pas de bloquer avec des frontières, des barrières et des barbelés. Il s'agit de voir ce qu'il faut véritablement protéger. Et puis pour le reste, aucun problème. Ziad Moumni, du point de vue de la défense nationale, n'est pas astreint au secret. Mais d'autres chercheurs n'ont pas le droit de devenir des 1000 talents. Les services occidentaux ont bien compris que c'est dans ce vivier que leurs homologues chinois recrutent leurs collaborateurs les plus précieux. Le dragon doit donc trouver d'autres moyens pour les croquer. Comme chacun sait, la lamproie, c'est un genre d'anguille qu'on trouve en Gironde à certaines saisons,
qui se colle sur ses proies, qui en absorbe tout ce qu'elle peut et qui rejette ce qu'elle n'a pas pu avoir après. Première cible de cette lamproie à la fin des années 90, les trains à grande vitesse. La Chine veut développer son réseau, elle ouvre son marché aux compagnies étrangères. Elle leur fait miroiter de très juteux contrats qu'elle ne signera jamais et en profite pour étudier soigneusement les savoir-faire japonais, allemands et français. Moi, je ne vais pas dire c'est mal, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous nous avez roulé. Non, je vais dire nous avons été naïfs. Nous avons été naïfs parce qu'on aurait dû le comprendre. Et au lieu de croire on était tellement bon qu'on allait notre train allait s'imposer, on aurait dû se dire est-ce qu'il n'y a pas un rat dans le piano? En fait, les Chinois ont mis dans le piano un piège très subtil qu'ils ont baptisé réinnovation. Depuis 2006, et c'est écrit noir sur blanc dans le plan du gouvernement, leurs connaissances mal acquises sont en quelque sorte blanchies sous forme de brevets chinois à usage chinois. Une méthode qui légalise le pillage et ferme la porte du pays à tous ceux qui refusent de s'y plier. Pour les trains rapides, ça a très bien marché. La lamproie a donc digéré ce qui roule, mais elle adore aussi tout ce qui vole. Et elle sait séduire les grands oiseaux, en les poussant à nicher sur son propre territoire. C'est ce qui est arrivé au groupe européen Airbus. En échange de son savoir-faire, la Chine lui a promis bonheur et prospérité sur son marché intérieur et a favorisé sa course contre l'américain Boeing. Elle lui a acheté plusieurs centaines d'appareils, mais à une condition, que les A320 soient assemblés ici, en Chine, à Tianjin. Louis Gallois, directeur d'Airbus à cette époque, avait parfaitement compris ce que cela signifiait. Dans les prochaines années, c'est prévu au plan. Clairement, ils nous disent, marché en main, c'est la technologie que nous voulons. Et vous continuerez à vendre des avions en Chine à la mesure des transferts de technologie que vous réaliserez. Ils ne se contentent plus des savoir-faire. Sur les chaînes d'assemblage de Tianjin, les Chinois ont désormais accès de façon légale aux technologies qu'ils ne maîtrisent pas encore. Ils ne vont pas s'en priver. Mais leur curiosité va bien plus loin. Début 2007, un A320 acheté à Airbus par une compagnie régionale chinoise est porté disparu. L'appareil, attendu à un rendez-vous de maintenance, n'est jamais arrivé. Il a disparu de tous les écrans radars. Il finira par réapparaître intact sur le tarmac d'un aéroport chinois. Certains experts de l'espionnage industriel estiment plus que probable que l'avion a été mis au secret sous un hangar, entièrement disséqué, examiné, puis remonté. Petit à petit, Pékin se construit ainsi des compétences et prépare la mise en service de son propre moyen courrier. En juin 2015, le monde de l'aéronautique est désormais largement au courant. Le C919 chinois est très avancé. Il ressemble beaucoup à son cousin européen, l'Airbus A320. Le constructeur chinois Comac ne présente pour l'instant qu'une maquette de son futur avion monocouloir. Un avion de ligne made in China, parrainé par le président Xi Jinping lui-même, qui finira à terme par chasser Boeing 737 et Airbus 320 du ciel chinois. Sur le C919 et la concurrence annoncée, vous avez des inquiétudes ou vous attendez de voir? C'est ce que j'ai un peu répondu. Ouais. Je ne pense pas que ça sera un meilleur avion que la 320. Vous avez hâte de voir à quoi ressemble le 919, justement? Pas particulièrement, non. Pas question de se permettre un commentaire désagréable, le marché chinois est le plus important du monde. Et pour l'instant, avec ces arrangements, Airbus pèse 50% des commandes d'avions en Chine. Tant pis si les nouveaux partenaires du consortium européen se montrent un peu trop gourmands en information. Le mot copier, le mot apprendre en chinois, c'est le même mot. Donc, un bon élève, c'est celui qui copie bien son maître. Et donc, c'est vrai que naturellement, il y a de la malice après. Mais au départ, fondamentalement, faire le même sac
que des Européens, pour un artisan chinois, avoir la même qualité, c'est une performance. Le rideau se lève enfin. Cet avion qui s'avance, c'est le plus moderne de tous les jets. C'est le fruit merveilleux de la recherche et du développement de la République populaire de Chine. À Shanghai, le C919 a fait ses premiers tests de roulage fin 2015. La cérémonie a été grandiose. Les défilés martiaux, hymnes et drapeaux nationaux font l'ouverture de tous les journaux télévisés. Il sera sans doute difficile de faire plus majestueux quand ce C919 effectuera son vol inaugural. Quelques semaines plus tard, en mars 2016, à Tianjin, Airbus annonce l'inauguration d'une nouvelle ligne de montage pour assembler cette fois-ci des avions long courrier, des A330, assemblés à Tianjin, qui voleront fin 2017 selon le même type de contrat que celui qui avait permis l'assemblage des A320. Pendant ce temps, la Comac poursuit elle aussi la mise au point de son avion long courrier, qui devrait beaucoup ressembler à l'A330. Son C929 doit être opérationnel en 2023. Airbus est en train de manger son pain blanc. La lamproie, qui a vraiment des airs de dragon, n'est jamais rassasiée. À Paris, les autorités françaises refusent de l'entendre. Elles sont pourtant parfaitement informées des ambitions stratégiques de la Chine. Le ministère chinois des Sciences et Technologies les a clairement affichées dans un plan sur 15 ans, publié en 2006. Ce programme a été décortiqué par les experts français de la D2IE, la délégation interministérielle à l'intelligence économique. Un rapport toujours confidentiel, de 25 pages, a été remis à l'Élysée en 2010. Il met en garde contre les pratiques illégales de la Chine et énumère les pièges à éviter. Le vol d'échantillons au cours de visites d'entreprise, le charme des hirondelles, expertes en confession sur l'oreiller, ou encore le placement de faux stagiaires dans les entreprises françaises. C'était le cas de Lily Wang en 2005. La police a saisi dans son ordinateur des données confidentielles volées à son employeur, Valeo. 2 mois de prison ferme, puis retour discret en Chine de ce bon petit soldat du renseignement. Vol, sexe, mensonges et gros billets, les recettes sont classiques. L'ampleur de leur mise en œuvre l'est beaucoup moins, et l'autisme de certains dirigeants éblouis par l'immensité du marché chinois est particulièrement étonnant. La France est pleinement mobilisée pour que l'objectif d'accueillir 50 000 étudiants chinois soit atteint en 2015. Venez investir en France, venez vous installer en France. Wan Ying Luo Zhong Guo. Tout fiers d'avoir été les premiers à reconnaître la République populaire de Chine, c'était en 1964, les dirigeants français se sont depuis toujours montrés très accueillants. Sans doute trop. Je suis très heureux de vous présenter Jean-François Copé. Indiscutablement, les Français ont naturellement une certaine naïveté. Donc ça, c'est déjà le nombre de fois où j'ai entendu des grands chefs d'entreprise me dire « Mais enfin, monsieur, enfin, vous n'y pensez pas. Pas nous. Pas nous. Parce que nous, on est... Ben si vous, monsieur, vous êtes peut-être sorti d'une très grande école, vous avez peut-être une équipe extraordinaire, mais vous pouvez vous faire rouler dans la farine comme tout le monde. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Mais vous avez un deuxième volet, c'est l'arrogance. On a tendance à penser qu'on est vraiment supérieur au reste. Donc, on ne croit pas qu'ils puissent nous piller, et de toute manière, s'ils nous pillent, on est tellement bon que ça ne comptera pas. Or, l'histoire montre que c'est pas vrai. De l'autre côté du Rhin, les mésaventures des trains rapides ou d'Airbus ne font rire personne. Ici, moins de naïveté ou d'arrogance. Les rapports de force entre la chancelière Merkel et les autorités chinoises sont assez francs. Mais il n'empêche pas l'Allemagne d'être elle aussi la proie des services secrets chinois. Au milieu des années 2000, l'espionnée chinoise est telle en Allemagne que le magazine Spiegel titre à sa une « Les espions jaunes ». Stagiaires véreux, écoutent au plus haut niveau de l'État, logiciels espions,
toute information est bonne à prendre. Les experts du renseignement ont donné un nom à cette collecte tous azimuts, la technique du grain de sable. Si sur une plage, les grains de sable sont les informations qui doivent être recueillies, eh bien, les services occidentaux, les Russes, vont envoyer quelqu'un le soir avec une chaudière et une pelle, tenter de remplir son seau le plus rapidement possible et disparaître avant la levée du jour. Les Chinois, c'est totalement différent. Les Chinois, eux, vont procéder avec ce que l'on appelle la collecte de masse. Alors, ils vont envoyer peut-être 1 millier de baigneurs cette journée-là avec leurs serviettes, leurs petits costumes de bain. Ils vont s'amuser toute la journée. Et le soir, lorsqu'ils rentrent à leur hôtel, ils vont tous aller dans le même coin, secouer leurs serviettes pour laisser tomber les grains de sable. Et ça, c'est une différence très, 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 très importante entre les services occidentaux et les services chinois. C'est-à-dire, on utilise pratiquement tout ce qui est à leur disposition. À Berlin, les services de contre-espionnage sont, à l'instar de leurs homologues français, parfaitement au courant. Mais ils sont en revanche nettement plus causants. Le gouvernement chinois a des plans très ambitieux en ce qui concerne l'économie, mais aussi en matière d'armement. À propos de l'économie, cela signifie que pour atteindre ces objectifs, toutes les énergies doivent être mobilisées en Chine et que, en plus, certaines informations vont être nécessaires. Seulement, ils ne pourraient les obtenir qu'après de longues et difficiles années de recherche. Il est plus simple et moins cher, que ce soit par cyberattaque ou par espionnage humain, de cueillir ailleurs les fruits de ces longs travaux, c'est-à-dire de se les approprier en espionnant. Au fil du temps et de ses contrats avec la Chine, l'Allemagne a appris à limiter la casse face aux hordes de voleurs de sable. Mais les services de renseignement allemands estiment que le coût annuel de ce pillage représente plus de 50 milliards d'euros, de l'automobile aux machines-outils, en passant par les plus simples des tronçonneuses. Tout le problème est de savoir comment continuer la coopération et puis faire en sorte que, si la Chine devient concurrente, elle se comporte en concurrent loyal. Alors, est-ce que tout le monde se comporte en concurrent loyal? Ça, c'est aussi une autre affaire. À Washington aussi, on sait bien que le grand danger en matière d'espionnage, ce n'est plus l'Union soviétique et ses agents infiltrés, mais paradoxalement, le premier partenaire économique des Américains, la Chine. Selon le FBI, l'espionnage économique coûte chaque année aux États-Unis des milliards de dollars et plusieurs millions d'emplois. Et quand le bureau enquête, il aboutit 4 fois sur 5 à des commanditaires chinois qui s'intéressent absolument à tout. Santé, énergie, transport, communication, banque, commerce. Il n'y a pas un secteur de notre économie qui ne soit pas pris pour cible. Moi, je pense que c'est un problème très sérieux qui affecte à la fois notre sécurité économique et notre sûreté nationale. Parce que les Chinois ne s'en prennent pas uniquement à nos agences gouvernementales, ils attaquent aussi nos compagnies privées, ils s'en prennent à des individus. Ils essaient ainsi de gagner en compétitivité. La lutte contre l'espionnage économique est devenue une des priorités de l'administration américaine. L'enjeu est tel à Washington que le FBI a lancé en 2015 une grande campagne de sensibilisation en offrant notamment sur son site un véritable blockbuster, The Company Man. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bureau met vraiment les pieds dans le plat. Dans ce court-métrage, Robert Moore est ingénieur dans une petite entreprise de l'Iowa qui conçoit des verres isolants de très haute technologie. Mal considéré,
Il peine à gravir des échelons et il rêve de mieux gagner sa vie. C'est alors qu'il reçoit l'appel d'une société chinoise qui souhaite mettre la main sur la technologie que lui maîtrise. Robert finit par rencontrer deux agents recruteurs chinois qui mettent carte sur table. Hello, Robert. Good to meet you. We are prepared to offer you $100,000 for the plans for the equipment and the formula for the glass installation, and $100,000 for your assistance in setting up the manufacturing. Please, consider it. Dans la vraie vie, l'histoire de Robert Moore, c'est très exactement celle de Dejan Karabasevich, employé d'un constructeur américain de composants de haute technologie de la côte Est. Pur produit de l'innovation américaine, fondé et dirigé par des ingénieurs du légendaire MIT, American Superconductor conçoit notamment des logiciels et des composants électroniques pour les turbines éoliennes. En 2004, American Superconductor embauche Dejan Karabasevich pour la représenter en Autriche. L'entreprise américaine est alors en pleine conquête du monde et dépose des brevets à tout va. Celui-ci, c'était pour des éléments de générateurs, de moteurs, qu'on peut intégrer dans des turbines éoliennes. En 2006, Daniel McGahn est approché par le groupe chinois Sinovel, futur géant de l'industrie éolienne, dont l'un des partenaires financiers n'est autre que le fils du premier ministre chinois de l'époque, Wen Jiabao. Pékin vient de promulguer une loi sur les énergies renouvelables favorable au développement des fermes éoliennes. Les perspectives sont donc à la mesure de l'immense marché chinois. Sinovel produit la structure métallique des éoliennes. American Superconductor fournit, elle, la technologie. Cerveaux américains et argent chinois font très bon ménage. Mais le dragon a les yeux plus gros que le ventre. Et il veut récupérer la technologie à son compte. L'entreprise américaine, de son côté, imagine que ses logiciels sont bien protégés. Mais en 2010, un incident sur une zone de test dévoile le poteau rose. Notre équipe a découvert que les Chinois utilisaient un logiciel qu'on ne leur avait pas encore livré. Aucun doute possible, les logiciels réputés inviolables ont été piratés. Conscient des risques, McGahn avait pourtant organisé un système complexe de verrous informatiques dont la clé se trouvait en Autriche. En interne, l'analyse de plusieurs centaines de communications atteste que Sinovel a bien bénéficié de la complicité de l'ingénieur serbe basé en Autriche. Les enquêteurs découvrent qu'il a vendu, pour $1 700 000, les codes sources des logiciels. Je ne sais pas si c'est du vin, des femmes et des chansons, mais ils lui ont fourni de quoi vivre en Chine. Un appartement, de l'argent, des femmes. Ils ont passé des contrats à hauteur totale de $1 700 000. Autrement dit, ne cherchez pas seulement un coup de main, une expertise. Ça allait beaucoup plus loin, jusqu'à notre propriété intellectuelle. Un juge autrichien reconnaît Karabasevich coupable d'espionnage industriel au profit de Sinovel. 1 an de prison, 200 000 € d'amende, il ne s'en sort pas trop mal. Mais pour American Superconductor, les dégâts sont considérables. Le groupe enregistre $1 milliard de pertes et doit licencier les 2/3 de son personnel, 600 personnes. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis son litige avec Sinovel, l'entreprise américaine a constaté de fréquentes intrusions dans son système. L'entreprise a donc fait appel à la société CrowdStrike, dirigée par un ancien responsable de la sécurité informatique du FBI, pour analyser la provenance de ces attaques. Elle sait d'expérience dans quelle direction chercher. Ils utilisent leurs meilleurs experts pour voler à distance, en pénétrant les réseaux. Des renseignements qu'ils fournissent ensuite aux entreprises chinoises, concurrentes des entreprises occidentales. Un faux email interne, d'apparence banale, se retrouve sur tous les ordinateurs de American Superconductors.
Dès la première ouverture de la pièce jointe, un rapport très séduisant sur l'ancien allié Sinovel, un virus invisible se propage à tous les ordinateurs de la société et ouvre un accès à toutes leurs données. CrowdStrike remonte le fil et ses analystes se retrouvent très vite face à une gigantesque machine, l'appareil d'espionnage économique chinois. Quand on regarde de près ce qui s'est passé au cours de cette attaque, nous pouvons pointer du doigt un responsable. Il s'agit d'un adversaire que l'on appelle Command Panda et qui nous dirige directement vers l'unité 61398 en Chine, une des unités de l'armée populaire de libération responsable du cyberespionnage. Derrière les attaques contre American Superconductor, il y a donc l'armée chinoise. Le recoupement des adresses IP et les nombreux indices détectés par les experts ont permis d'identifier une unité du renseignement militaire chinois spécialisée dans le cyberhacking et de remonter jusqu'à cet immeuble discret du quartier de Pudong, à Shanghai, où travaillent à l'époque plusieurs centaines de hackers. Chargée d'agir uniquement aux États-Unis et au Canada, l'unité 61398 emploierait plusieurs milliers de personnes, de bons petits soldats du web qui ont aussi leurs faiblesses. C'est exactement ce que nous voyons à travers ces attaques. Le moment où ils font des erreurs, un élément dans une ligne de code, un indice qu'ils laissent derrière eux, quelque chose qu'ils oublient d'effacer. Souvent, nous avons constaté que leur activité correspondait aux horaires de travail en Chine, entre 9h et 17h, heure de Pékin. Donc, nous en avons déduit que ce sont des employés qui vont au travail, qui font une pause déjeuner, qui rentrent chez eux. Ils dorment sur leurs deux oreilles. C'est un comportement bureaucratique classique. Le vol de la propriété intellectuelle de centaines de compagnies américaines au profit d'entreprises chinoises serait donc orchestré directement par le gouvernement chinois. Une accusation diplomatiquement compliquée qu'il vaut mieux vérifier, étayer et documenter. Et qu'il faut aussi avoir le courage de mettre sur la place publique. C'est ce qu'a fait le ministère américain de la Justice en mai 2014. Une enquête minutieuse a permis d'identifier 5 officiers de l'unité 61398. Les visages et les noms de ces 5 espions sont diffusés au monde entier. Nous annonçons aujourd'hui l'inculpation de 5 officiers de l'armée populaire de libération pour atteinte grave à la sécurité à l'encontre de 6 entreprises américaines. Nous devons dire « trop, c'est trop ». Le cyberespionnage au profit des entreprises sera désormais poursuivi sur le sol américain, même si les opposants sont des États. Le procureur de Pennsylvanie met Pékin très en colère. La Chine nie tout en bloc. Elle refuse évidemment de lui livrer les 5 espions parce que ce ne sont pas des espions. La Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et ce faisant, elle a intégré le monde civilisé du commerce. Et tout le monde l'a applaudi parce que cela a ouvert un gigantesque nouveau marché. Mais l'OMC a des règles et ces règles incluent la protection de la propriété intellectuelle. Ces règles ont été acceptées par tous, y compris par la Chine. Les Américains, qui ne sont pas des anges en matière d'espionnage, semblent avoir trouvé plus roué qu'eux. Et ils n'aiment pas ça. En septembre 2015, quand le nouveau président chinois se rend à Washington pour la première fois, son hôte n'hésite pas à lui faire perdre la face en public. Nous pensons que les nations ont de meilleurs résultats et que le monde fait plus de progrès quand les compagnies sont sur un pied d'égalité. La Chine est fortement opposée et combat le vol de secrets commerciaux ainsi que les autres formes de cyberattaques. Xi Jinping acquiesce poliment, il n'y aura pas d'incident diplomatique. Mais ces 5 espions sont toujours bien au chaud en Chine et les entreprises lésées n'ont toujours que leurs yeux pour pleurer. Comme American Superconductor qui constate tous les jours que
que Sinovel, qui lui a volé ses logiciels, poursuit son développement et exporte même ses turbines à l'étranger, jusqu'aux États-Unis, quasiment sous les fenêtres de Daniel McGahn. L'une d'entre elles a été installée sur les rives de la Charles River, à Boston, récente acquisition de la Compagnie des eaux de l'État du Massachusetts. Le Dragon se marre et peut envisager sereinement d'autres modes d'action. La Chine a besoin des secrets de l'univers, c'est entendu, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est devenue en même temps championne du monde de la propagande enchantée. Petit voyage dans le temps. À son arrivée au pouvoir en 2003, le président de la République populaire de Chine, Hu Jintao, place un grand principe confucianiste au centre de la stratégie politique du parti, l'harmonie. Longtemps proscrite, la pensée confucéenne fait ainsi un beau retour en grâce au sein de l'élite dirigeante chinoise. Étonnant, mais très pratique pour Pékin. Consensuel, pacifique, l'image du philosophe aux longues moustaches est excellente pour le secrétaire général du parti qui souhaite faire oublier Tiananmen, par exemple, alors que se préparent les Jeux olympiques de Pékin. La figure tutélaire de Confucius est choisie comme emblème du rayonnement culturel chinois, à travers des instituts qui portent son nom. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 dans le monde. Ils sont centralisés et tous pilotés depuis cet immeuble à Pékin. Pour les services de renseignement occidentaux, il n'y a pas une association chinoise quasiment qui n'est pas infiltrée et dirigée et contrôlée par les services de renseignement chinois et qui arrive à pouvoir rentrer dans toutes les sphères de la société, que ce soit les sphères industrielles, académiques, religieuses à l'occasion, mais surtout politiques. On les retrouve à tous les niveaux. S'il est un pays qui a su lire les intentions de Pékin, c'est bien le Canada. Sans doute parce qu'il y a beaucoup de Canadiens d'origine chinoise et que ceux-là connaissent trop bien le dragon. Pour ces citoyens qui ont préféré quitter la Chine, il est hors de question que Pékin vienne à nouveau mettre son nez dans leur vie quotidienne. Ils l'ont vite fait savoir et les médias s'en sont inquiétés. On this episode of China Uncensored, is Chinese propaganda invading our schools? Canada's McMaster University is closing down a controversial Chinese language class. I'm, of course, talking about the now infamous Confucius Institutes. The institute is partly funded by the Chinese. Les instituts Confucius sont très vite dénoncés comme les chevaux de Troie de l'interventionnisme chinois. Le débat devient public, comme ici en octobre 2014 à Toronto. Le plus important conseil académique du pays s'empare du dossier. Je m'appelle Michel Juno Katsuya. Je suis l'ancien chef du bureau Asie-Pacifique des services secrets canadiens. Les agences occidentales de contre-espionnage ont identifié les instituts Confucius comme étant une forme d'agence de renseignement pilotée par le gouvernement. Personne ne s'oppose à l'étude des langues étrangères, bien sûr. Mais nous nous opposons à cette forme d'ingérence qui cible nos citoyens afin de les utiliser avec ou contre leur gré et parfois contre les intérêts ou les valeurs de notre nation. Dès 2007, les services secrets canadiens, dans cette note confidentielle, alertent leur gouvernement. Ils soulignent que la Chine veut que le monde s'éprenne d'elle et de tout ce qui est chinois.
et que la puissance douce de la Chine revêt une très grande valeur stratégique, notamment dans la détection des talents utiles à l'expansion des entreprises et des gouvernements. Cette note établit que Pékin recherche des sinophiles de bonne foi, mais manipulables, ceux que l'on appelait du temps de la guerre froide des idiots utiles. La Chine en a furieusement besoin pour mieux décrypter un grand pays, membre du G8, du G20 et de l'OTAN. Le Canada est une cible de premier plan, et là aussi, le Dragon y est très actif. Ce qui est particulier à la Chine, c'est le volume. La quantité de gens qui sont capables de déployer, la quantité de gens qui vont vouloir sortir et rendre service à la Chine, parce que c'est peut-être la seule façon de sortir, justement. Tout le monde est utilisé pour pouvoir récolter des informations qui semblent peut-être pour plusieurs Occidentaux anodins. Mais c'est parce qu'ils vont passer avec leur information à un autre niveau. Et éventuellement, la prochaine étape, c'est peut-être d'envoyer quelqu'un qui va s'approcher justement des gens qui sont sympathiques à la Chine pour éventuellement les amener, les attirer à devenir des agents d'influence. Donc, ces agents d'influence sont très, très, très importants. Examinés à la loupe, soumis aux pressions de l'opinion publique, certains instituts Confucius ont dû fermer. Au Canada, ce canal de renseignement et d'influence est désormais moins utile pour le Dragon, mais il a bien d'autres ressources. Se renseigner, c'est bien, tout contrôler, c'est mieux. Pékin ne supporte pas que ses opposants puissent s'exprimer, où que ce soit. Quand les Tibétains en exil manifestent à Paris, les services de renseignement chinois s'énervent. On a très vite l'impression qu'ils sont partout. Les opposants tibétains sont un des 5 poisons que le Parti communiste chinois estime mortels. Les 2 suivants sont les démocrates de Hong Kong et de Taïwan qui refusent le rattachement à la mère patrie. Les 2 derniers qui terrifient le Parti communiste chinois, ce sont les traditionalistes du Falun Gong et les indépendantistes musulmans du Xinjiang, les Ouïghours, très actifs à l'étranger comme ces Tibétains. Je pense que la Chine s'inquiète énormément des risques d'instabilité dans son pays. Et une des sources majeures de soulèvement provient des minorités. Si les autorités chinoises doivent faire face à d'éventuelles menaces circonscrites uniquement à l'intérieur du pays, ils peuvent les gérer. Mais si ces menaces viennent de Chinois exilés hors de Chine, là, ils représentent un très grand danger pour la stabilité du pays. Au pied des Alpes bavaroises, le Dragon est sur les dents depuis de nombreuses années. C'est ici que s'est réfugiée la plus grande communauté émigrée de musulmans chinois. Religieux, indépendantistes, parfois partisans de la lutte armée, mais surtout très politisés, ces Ouïghours, qui ont fui le Xinjiang, tétanisent les autorités chinoises. Pour les Chinois, je suis quelqu'un de très dangereux, un séparatiste. Les Chinois utilisent un mot pour cela, terroriste. Umit Amit n'est pas un citoyen allemand ordinaire. Depuis Munich, il combat le pouvoir central chinois qui est en train, selon lui, de détruire son pays.
Il y a 20 ans, Umit vivait ici, à Urumqi, la capitale du Xinjiang, la province la plus à l'ouest de la Chine. La ville était encore majoritairement ouïghour, ce n'est plus le cas. La Chine a en effet incité les Han, l'ethnie majoritaire du pays, à coloniser la région. Pour noyer par le nombre tous les foyers indépendantistes, pour ne pas perdre le pétrole, ni une immense zone de désert qui la protège des barbares de l'Ouest, russes ou indiens. Une politique de sinisation s'est mise en place, sévèrement encadrée par la police et l'armée. Une occupation intolérable pour les Ouïghours, qui répondent parfois par la violence. Juillet 2009, un règlement de compte entre Han et Ouïghours dégénère. Pendant plusieurs jours, manifestations et contre-manifestations s'enchaînent. Près de 200 morts, des milliers de blessés, de très nombreuses disparitions et des groupes de Ouïghours qui se radicalisent et lanceront des attentats en Chine même. C'est le Xinjiang ici. C'est notre terre. C'est chez nous, pas chez les Chinois. Insupportable propos pour Pékin. Pas difficile donc d'imaginer que le Congrès mondial ouïghour à Munich est un cauchemar pour la Chine. Umit Amit sait qu'il est très exactement dans l'œil du dragon, surtout quand il manifeste sous les fenêtres du consulat de Chine. Les diplomates chinois nous filment toujours. Ils filment la manifestation du début jusqu'à la fin. Et après, ils la montrent en Chine, pour pouvoir mettre sous pression ceux qui ont encore de la famille là-bas et les faire chanter. Ils leur disent, les membres de votre famille, vos filles, vos fils, ont participé à une manifestation. Il faut que vous fassiez quelque chose pour empêcher ça. Sinon, ça va barder pour vous. Ils font toujours ça. La menace et le chantage sont les armes préférées des services secrets chinois. Ces dernières années, à la suite de pressions exercées sur leurs familles restées en Chine, plusieurs Ouïghours ont été retournés et ont donné des informations aux autorités chinoises. 2 d'entre eux ont été arrêtés à Munich et condamnés pour espionnage à l'encontre de leur propre communauté. Das heißt, man fürchtet nicht, dass die Gesamtheit der Uiguren. Les services de renseignement chinois ne considèrent pas forcément tous les Ouïghours de la diaspora comme une menace, mais ils craignent que des terroristes se fondent dans leur communauté. Alors, pour attraper un seul poisson, ils sont prêts à vider tout le lac. Vider un lac ne suffirait pas à la Chine pour se débarrasser du pire des 5 poisons qui la menacent. Ce sont les adeptes du Falun Gong, un mouvement traditionnaliste spirituel qui a déjà fait trembler le pouvoir central. 10 ans après le massacre de Tiananmen, le président Jiang Zemin ne supporte pas que Falun Gong refuse de faire allégeance au parti. Il ordonne des arrestations. Elles n'impressionnent absolument pas les adeptes du mouvement. En avril 1999, des dizaines de milliers d'entre eux encerclent pacifiquement le quartier de Zhongnanhai, le lieu central du pouvoir. Le parti visualise ce jour-là la puissance du mouvement, dont il sait que les membres sont plus nombreux que ceux du parti. C'est très dangereux. Une féroce politique d'élimination se met en place, elle n'a pas cessé depuis. Elle a été confiée au bureau 610, une officine en lien direct avec le bureau politique du parti. Il agit partout, en Chine d'abord, mais aussi ailleurs. Leur responsabilité, elle est assez simple, poursuivre, pourchasser et neutraliser, dans toutes les formes possibles, les gens du Falun Gong, particulièrement les gens du Falun Gong à l'extérieur du pays, parce qu'ils ont la possibilité d'être des voix assez fortes contre le gouvernement chinois.
En apparence, pourtant, ces grands ennemis de Pékin n'ont pas l'air très menaçants. Dans ce parc public de la banlieue de Toronto, ils pratiquent une forme de gymnastique méditative aussi ancienne que la Chine. Mais pour le Parti communiste chinois, depuis les événements de 99, c'est une concurrence idéologique beaucoup trop dangereuse qu'il faut à tout prix éradiquer. À Toronto, le vice-consul chinois lui-même s'en est pris directement au porte-parole du mouvement, pourtant citoyen canadien, Joel Shipkar, en le diffamant dans la presse et en le décrivant comme le membre d'un culte sinistre. L'agent immobilier a porté plainte et il a gagné son procès. Le consul avait déjà prudemment regagné l'empire du milieu, histoire de ne pas perdre publiquement la face. Nous connaissons la nature profonde du Parti communiste chinois. Dès qu'ils ont pris le pouvoir en 1949, ils ont détruit la culture chinoise. Ils ont anéanti l'esprit du peuple chinois. Ils veulent que leur population vénère le parti comme un dieu, comme le plus grand pouvoir de la planète. Et tout ce qui peut détourner le peuple de ce but, ils l'éliminent. Ils ont une peur bleue de perdre leur pouvoir. Dans les 80 pays où Falun Gong est officiellement implanté, tout bon chinois patriote est prié de surveiller et de dénoncer les activités de la secte, comme Pékin la qualifie. Le bureau 610 peut donc compter sur une belle armée de délateurs. Mais en 2005, Pékin va perdre un collaborateur précieux. Chen Yonglin est alors en poste à Sydney, en Australie. Sous couverture diplomatique, il fait en réalité partie du bureau 610 et il est chargé des adeptes du Falun Gong. Infiltration, filature, il recense les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les relations de tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin au mouvement dissident, qu'ils soient chinois ou australiens. Ces documents ont nourri pendant 4 ans la puissante machine anti-Falun Gong. Et ce qu'ils racontent fait froid dans le dos. Si le bureau 610 a été surnommé Gestapo, en réalité ce n'est pas exagéré, car il a utilisé toutes sortes de moyens pour réprimer le Falun Gong. Sur le plan des méthodes, il y a eu des éliminations physiques, des anéantissements psychologiques. Contre un groupe de population aussi large, c'est vraiment une politique de destruction. Alors le surnom de Gestapo n'est pas du tout exagéré. Lorsqu'il décide de faire défection, Chen Yonglin s'attend à tout, sauf à ce que l'Australie lui refuse l'asile politique. Mauvais timing. Canberra négocie alors avec Pékin de copieux contrats gaziers. Les états d'âme de Chen Yonglin ne pèsent pas bien lourd. Il en appelle alors à l'opinion publique australienne. Oui, je suis maintenant dans une situation très dangereuse. Les agents de sécurité de l'ambassade pourraient m'enlever. Même s'il se sait toujours étroitement surveillé, sa visibilité et les nombreux témoignages publics qu'il fournit garantissent sa sécurité. Partout où il se rend, l'ancien espion décrit désormais l'appareil d'espionnage chinois, l'ambition géopolitique du parti et sa peur de voir un jour le peuple chinois ne plus croire en son rêve. Ce rêve de soi-disant pays puissant, c'est un rêve totalement factice. C'est un tigre de papier. Si une civilisation est en fait en opposition avec l'humanité, si c'est une société sans droits de l'homme, comment pourrait-elle devenir une grande puissance mondiale? Chen Yonglin n'a probablement pas raison. La Chine poursuit à pas de géant sa course à la puissance.
plus rien ne lui fait peur. Elle veut devenir la première économie mondiale. Elle devrait y arriver comme prévu dans ses plans en 2020. D'ici là et ensuite, elle ne mettra sûrement pas son dragon au repos. Donc il y a des directives renseignement. Et là, laissez-moi vous dire qu'il y a un certain nombre d'agents secrets chinois qui ont des vrais shopping lists pour savoir quoi récupérer en Europe, que ce soit sur le plan civil ou sur le plan militaire. Donc, une fois de plus, il ne s'agit pas d'ostraciser les Chinois, mais il s'agit quand même de protéger nos données à nous, nos technologies, parce que c'est notre industrie, notre économie, et puis, au bout du compte, la préservation de nos emplois qui est en jeu. On ne veut pas se réveiller à la réalité chinoise. On ne veut pas se réveiller à ce joueur qui est un peu délinquant, qui ne veut pas jouer avec les mêmes règles du jeu dans la cour de récréation et qui va imposer sa façon de faire tout le long parce qu'on est dépendant de la Chine à bien des niveaux. C'est la clé de l'impunité pour le dragon et une source infinie de félicité pour ses maîtres. Il y a quelques siècles, l'Occident, pour dominer le monde, avait volé sans vergogne les secrets de la poudre à canon et de la boussole à l'Empire du Milieu. Aujourd'hui, les vents ont tourné et ils sont bien plus doux à la Chine. Comment c'est la Chine? C'est plein de Chinois. Je les imagine aussi rusés qu'ils sont courtois. C'est pas ça, Ginette, c'est un peuple fier. Et c'est pas des gens qui ont du mou de veau dans la théière. J'ai fait le pari loufoque que je reviendrai là-bas. Chanter le zizi en shintok, ils en seront baba.